Alors, je vais raconter un petit peu mon parcours, ce qui s'est passé avec ce projet-là. Et déjà, le sens du projet, c'est quoi? C'est rendre accessible le sport au plus grand nombre, mais pour de vrai. Je suis un petit peu impertinent avec des calculs quand je dis ça, mais je vais vous expliquer pourquoi je le dis comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était il y a bientôt 2 ans. On m'entend là toujours? Je sais pas ce que j'ai fait. Il y a bientôt 2 ans, j'étais à un atelier avec le trekking vélo. Et on se posait des questions. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est une question que le chef de produit a posée, qui était comment est-ce qu'on va toucher des utilisateurs pas encore pratiquants? Et moi, ça c'était en début de journée, et j'ai juste pas débloqué de la journée de cette question-là. Donc du coup, j'ai beaucoup embêté mes petits camarades en disant mais oui, mais c'est ça, c'est notre rôle à Decathlon, on doit aller chercher le plus grand nombre. Et du coup, dans le plus grand nombre, il y a tous ces gens-là qui aimeraient bien pratiquer éventuellement, mais qui ne pratiquent pas. Et je me suis dit, ok, je vais partir du cas le plus proche de moi en disant, ma copine, elle me dit régulièrement, j'aimerais bien faire du vélo avec toi, et ça se fait jamais. Alors, elle n'a plus de vélo, elle aimait bien en faire quand elle était petite, elle en a plus depuis longtemps. Et du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un texto en lui disant, tiens, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'acheter un vélo pour qu'on puisse faire des balades ensemble, et puis comme ça, c'est réglé. Et c'était intéressant, elle m'a répondu, Clément, t'es bien gentil, mais 200 €, ça fait cher pour avoir mal aux fesses et pas savoir si j'en referai demain. Et en fait, elle a tout dit, quoi. Elle a cristallisé une résistance consciente ou pas chez la plupart des gens qui ne font plus de sport. Et il y en a beaucoup en France, il y en a plus que la moitié des gens qui font plus de sport régulièrement. Et aujourd'hui, on leur dit, tu veux, nous, c'est notre rôle, on veut que tu fasses du sport, tu veux, par contre, tu payes. Et il y a un problème avec ce côté, il faut payer pour voir, par rapport à quand on raconte que c'est notre rôle de rendre accessible le sport au plus grand nombre, je trouve qu'on ne rend pas accessible si on fait payer pour voir. Donc ça vient de là, cette idée-là. Et je prends l'exemple, si on sort du sport, si on fait pour la musique par exemple, on ne dit pas achète un saxo quand le gosse dit je veux faire un saxo. Non, on le prête, on le loue d'abord. Et si l'enfant effectivement adore et puis s'y met vraiment régulièrement, alors on va investir. Pourquoi on ne fait pas ça dans le sport? Donc c'est un petit peu l'évidence qui m'a frappé à ce moment-là. Et donc je suis parti dans tous les sens en disant faut qu'on loue, faut qu'on prête, faut qu'on fasse plein de choses, etc. Et je me suis petit à petit recentré sur ce qui me paraissait le plus important dans ma démarche à moi. Je vais vous en parler juste après. En tout cas, je suis parti d'un constat, c'est qu'on a d'un côté une mutation profonde des modes de consommation, avec Airbnb, Netflix, Uber, etc., qui montrent bien qu'on est dans l'ère de la plateforme, de la consommation d'usage, du fait que la propriété est complètement accessoire maintenant. On n'a plus du tout besoin d'être propriétaire de quoi que ce soit. Et les générations Y, et puis les Z, et puis les prochaines le montrent bien. Et à côté de ça, on a des retailers du sport, Decathlon ou d'autres, qui n'ont rien changé à leur modèle aujourd'hui, pour lesquels ça marche très bien pour l'instant. Moi, je me dis, ok, ça marche très bien pour l'instant, mais le fait de se dire, on a toujours fait comme ça et ça marche, ça peut être un gros danger, en fait. Et moi, l'inquiétude que j'avais, c'était de me dire, si quelqu'un sort de cette bulle-là et vient s'intercaler entre nos utilisateurs et nous, par de l'économie de la fonctionnalité, par peu importe comment, alors on est plutôt mal, parce que derrière, on est juste dépendant d'eux, si les utilisateurs ne vont plus chez nous pour utiliser nos produits, mais chez eux. C'est assez intéressant de se dire que personne aujourd'hui dans les retailers du sport ne s'est franchement positionné sur l'économie du partage et de la fonctionnalité. Il y a vraiment un créneau à prendre. Le rêve, c'est quelque chose comme ça. Alors du coup, là, pour le coup, c'est intéressant de regarder l'écran. L'idée, c'est que n'importe qui, n'importe où, puisse emprunter à d'autres utilisateurs du matériel de sport ou dans le magasin Decathlon du coin, au leader sport local qui va dire, moi, dans ma politique sport locale, c'est intéressant pour aider ma communauté à découvrir mon sport, pour faire grandir ma communauté et pour faire du lien avec eux, de leur prêter du matériel. C'est assez complémentaire du test produit. Je ne sais pas si vous connaissez le test produit, mais c'est on vous donne du matériel, vous l'achetez, mais vous avez un délai de 16 jours pour le ramener si jamais ça ne vous plaît pas. Donc là, on est bien en train de s'adresser à des gens qui sont dans une démarche d'investissement. Ici, là, l'idée, c'est de prêter juste pour découvrir la pratique. On n'est pas du tout dans l'optique de il faut que tu achètes. Ça viendra après, ça. Un an passe et rien ne se passe. Pendant un an, j'ai rien fait. J'étais dans le mode Yaka Faucon et puis j'attendais une autorisation qui n'allait jamais venir parce que en même temps, j'avais personne à qui la demander. C'est un truc qui n'existe pas chez Decathlon. Enfin,
Et en fait, c'était intéressant. J'ai croisé un jour Alan Ballester, celui qui a monté Decat Lives, et je lui parle du projet, qui m'a dit « Mais génial ton projet, et qu'est-ce que t'attends ?» Et j'ai pris conscience, effectivement, j'avais rien à attendre en fait. Et donc, il m'a mis un petit coup de pied aux fesses, et ça m'a permis de me dire bah oui, bah, je peux démarrer. J'ai raccroché le téléphone et j'ai démarré. Et en fait, en quelques minutes, on avait déjà mis en place, c'est pas très important ça, mais vous voyez à peu près que ça ressemble à des tableaux là ici. On a mis un tableau sur Google Drive dans lequel les gens peuvent dire bah, moi j'ai une paire de chaussons d'escalade que je prête et de taille 42, et puis bah, moi j'ai une raquette Artengo, et puis moi j'ai machin. Et petit à petit, les gens ont déclaré ce qu'ils voulaient prêter. Donc, petit à petit, des gens se sont mis à venir leur emprunter. Et c'était parti, quoi, tout simplement. J'avais commencé à délivrer ma valeur. Chaque fois que quelqu'un emprunte à quelqu'un d'autre, je délivre une valeur de plus. Donc mon compteur commençait à monter comme ça. Et donc, avec 0 € dépensé, juste du temps et de la bonne volonté et des enthousiastes qui m'ont aidé, on s'est retrouvé à dépasser les 100. En mars, on avait dépassé les 100 prêts mesurés. Donc ça, c'était chouette. Les chiffres sont plus à jour, mais c'est pas très grave. Et il y a plein de produits différents. Il y a des témoignages tout mignons qui tombent régulièrement. C'est vraiment chouette. Et il y a plein de belles histoires qui se racontent autour de nos produits. Donc, ça fait plaisir. Et puis, en avril, après avoir fait une super collecte sur Dexstarter, on a réussi à avoir des sous pour, justifier de mon temps. Et donc, plutôt que ça soit du surinvestissement, en plus de ma mission, de dire bah, je prends 20% de mon temps là-dessus. Et là, c'est officialisé maintenant. C'est un deal avec mon leader. Et en même temps, une ressource sur le projet qui est Anthony, qui est arrivé début avril, qui est stagiaire, développeur web. Et là, il est en train de faire la future plateforme de Sheraton, qui devrait être en ligne semaine prochaine. On est un peu très ambitieux, mais c'est pas grave. Et donc, c'est chouette parce que le projet prend forme petit à petit, vraiment. Et on commence petit et on grandit le plus vite possible, mais dans le bon sens. C'est quoi les avantages pour Decathlon de faire ça? Le premier avantage, c'est plus de sportifs. On facilite l'accès à la pratique, donc on va faire plus de pratiquants, de plus de sport, tout simplement. Que ce soit des gens déjà sportifs qui veulent explorer des nouveaux sports, ou que ce soit des gens qui sont un peu le gros de la cible de la mission 80 notamment, de se dire des gens qui ne pratiquent plus de sport régulièrement parce qu'ils ont oublié les bienfaits, les vertus de ce sport-là, de faire du sport. Et donc, on leur facilite l'accès, on va forcément mécaniquement avoir plus de sportifs, donc plus de business à terme. Le deuxième avantage considérable, c'est les points de contact avec nos produits. Aujourd'hui, les seuls points de contact avec nos produits qu'on ait, en France en tout cas, parce qu'il y a quelques innovations un peu au Ghana, je crois, il y a un camion, mais sinon, c'est les magasins. On n'a que ça aujourd'hui comme point de contact avec nos produits. Demain, moi je vous propose, plutôt que de dépenser 4 millions en moyenne pour un nouveau point de contact, d'avoir, puisque chaque prêteur de produits devient un point de contact avec nos produits, d'avoir 10 000, 100 000, 1 million de nouveaux points de contact avec nos produits pour quasiment rien, en fait. Ça ne coûte rien. Et le dernier avantage, c'est la disponibilité. L'idée, c'est de se dire que l'exemple, c'est cette année. Cette année, on a eu une saison d'hiver à rallonge. Par contre, on n'avait plus de stock, on n'avait plus rien. On avait commencé à implanter la saison printemps-été. Et les gens, ils voulaient quand même partir au ski et il n'y avait plus rien à acheter. Et ils se faisaient presque engueuler, parfois en rayon, en disant « mais vous y prenez trop tard ». Demain, on pourrait imaginer que plutôt leur dire « on n'a rien à vous proposer et puis débrouillez-vous ». C'est-à-dire « on n'a rien à vous proposer maintenant, on l'aura dans 2 semaines peut-être ou quoi. En attendant, il y a Julie à 300 mètres qui vous le prête ». Ah, c'est plus intéressant déjà. Le disponible, on arrive à tenir la promesse. Donc voilà les 3 grands avantages. Après, il y en a d'autres. Donc là, pour le coup, les images sont vraiment petites pour vous. Mais il y a le fait de récupérer des avis sportifs qualifiés, parce que après pratique et pas après vente. Le fait de pouvoir cartographier, d'avoir une sorte de carte de chaleur de qui a besoin de quoi où. Ou juste de où sont les besoins. Et moi, je m'en fiche de savoir qui c'est. J'ai pas trop envie d'être dans l'agrégation de data personnelle. Et ça, c'est juste de l'or pour le retail, parce que ça veut dire des choix de gamme beaucoup plus pertinents et donc beaucoup moins d'immobilisation de cash en stock qui dort. La revalorisation de produits. Il y a régulièrement des produits qu'on ne peut pas revendre facilement parce que problème de marquage, parce que défaut esthétique, parce que petits défauts, mais qui ne changent rien dans l'usage. Et donc, on pourrait réinjecter dans le circuit du prêt parce que, pour le coup, dans l'usage, ils sont très bien. Ça va permettre à des gens de découvrir le sport et on aura évité de les mettre à la benne.
en plus avec un petit montage, avec une association à but non lucratif qui récupérait ces produits pour les mettre dans le circuit, on fait du crédit d'impôt pour Decathlon. Ça peut être sympa. Maximiser le taux d'utilisation des produits. Il y a aussi tout un levier avec les ambassadeurs. Une stratégie ambassadeur beaucoup plus forte. On pourrait imaginer que les marques qui se cherchent des ambassadeurs, collaborateurs ou même à l'extérieur disent « Moi, je te dote effectivement de produits, mais en revanche, tu t'engages à les prêter pour qu'il y ait un effet de levier sur les produits qu'on donne à des collaborateurs ou à des ambassadeurs et pour que vraiment plus de gens puissent en profiter. C'est pas juste du sponsoring avec voilà, moi j'ai des Nike, des Adidas et regardez-moi et puis c'est tout. Voilà. Donc ça pourrait être beaucoup plus responsabilisant et plus intéressant pour tout le monde en fait. Pour information, Sheraton est un service. Donc Sheraton a vocation potentiellement à sortir de Decathlon pour devenir un service partenaire de Decathlon. Et c'est pas trop un problème, on est en train d'y travailler du coup avec les équipes IT petit à petit pour essayer de se connecter aux différentes briques de la future plateforme Decathlon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en venant de Decathlon et en sortant comme ça, c'est la famille et on va essuyer les plâtres. On va essuyer les plâtres pour Decathlon, donc ça va être vachement intéressant. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde là-dedans. Petite annonce en même temps, on va faire un hackathon le 28 juin. Donc si ça vous intéresse ce projet-là et si vous avez envie de faire tourner vos méninges pour de la créativité autour de ce sujet, n'hésitez pas. On va se poser plein de questions sur comment est-ce qu'on va mettre en place une sorte de click and collect en particulier, comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on puisse se prêter des objets qu'on a peur de prêter, du type des porte-vélos ou des choses comme ça. Donc il va y avoir plein de questions intéressantes. C'est pas que pour des développeurs informatiques, donc n'hésitez pas à vous inscrire. hackathon.decathlon.com, il y a toutes les informations. Voilà, je voulais finir par un petit quiz. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Alors là, pour le coup, c'est vraiment tout petit. C'est pas un champ de tulipes. Il y a un gros tas de quelque chose. Vous voulez que je vous le rapproche pour voir? Des déchets. C'est des déchets. Quel type de déchets? On vous partagera la présentation. Merci. C'est des vélos. C'est des vélos, c'est les vélos du phénomène sharing bikes en Chine. En fait, en Chine, ils ont, je ne sais pas si ça vous parle, mais ils font des sortes de vélos libre-service qu'on peut prendre et déposer n'importe où. Et ça a été la course à celui qui va mettre le plus de vélos et qui va du coup, il y a maintenant 3-4 grands là-dedans. Et donc, c'est qui va avoir le plus de monde dans leur application. Donc, du coup, ils mettent des vélos partout, ils inondent les villes. Ça a causé des problèmes à Between parce qu'on n'avait plus de composants. Nos fournisseurs se prenaient des commandes tellement énormes chez eux qu'ils ne savaient plus nous servir. Et en fait, ils n'ont pas du tout prévu de quoi réparer. Ils n'ont pas du tout prévu. Et donc, on a des cimetières énormes de vélos dégommés qui ne servent plus à rien. Et je trouve ça super triste dans le sens où, en fait, on a déjà la moitié du parc de vélos qui dort, qui prend la poussière, qui ne sort pas de l'année. Un vélo roule en moyenne 1 heure par an en France. En fait, on aurait pu utiliser la même chose. On aurait pu utiliser la même idée en disant utilisons le parc existant qui dort de toute façon plutôt que de créer un nouveau parc qu'on va jeter dans 1 an. Quoi. Parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Le phénomène, c'était fin 2016 et 2017 à fond. Et puis voilà, maintenant, fin 2017, on a des cimetières de partout. Donc, voilà, c'était la petite réflexion du moment. Et je me dis que Decathlon a plein de choses à faire au-delà du projet Sheraton sur l'économie de la fonctionnalité pour justement maximiser l'utilisation de nos produits et donc minimiser notre impact sur les ressources naturelles, sur le CO2, sur plein de choses, tout en continuant à faire du business. Voilà, j'en ai fini. Là, Jésus vous dit, prêtez-vous les uns les autres. C'est important. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup.